Ok, on va pouvoir reprendre. Alors, dans la dernière partie, et par ailleurs la première, nous nous étions arrêtés à la définition, à la liste des différents besoins de l'âme que nous donnait Simone Weil. On va s'attarder sur chacun d'entre eux, même si celui qui nous importe le plus, c'est l'enracinement. C'est le dernier. On va se permettre de présenter chacun des besoins suivants. Certains ont une plus grande importance que d'autres. En l'occurrence, le premier, l'ordre. Alors, l'ordre, pour Weil, plus même qu'un besoin ou qu'une obligation, c'est en fait le cadre qui permet de remplir nos obligations envers les hommes. Un cadre dans lequel une obligation n'a pas à être en concurrence avec une autre, où nous n'ayons pas besoin, où nous ne soyons pas dans une situation où nous devons choisir entre une obligation et une autre, et que nous n'ayons pas à abandonner une des deux dans le choix que nous réalisons. Autrement dit, qu'il n'y ait pas concurrence entre les dites obligations, entre les différents besoins que nous devons remplir, que nous n'ayons pas à choisir entre eux. Tiens, si je donne à manger à cette personne-là qui est en train de mourir de faim, que ça n'impacte pas une autre personne sur un autre de ses besoins. Voilà. Donc ça, c'est l'ordre. C'est une situation qui permet de remplir nos obligations sans avoir à être en contradiction avec une autre obligation. Ok. À cela, Weil ensuite nous donne, étant donné que l'ordre est un cadre, et donc en tant que tel est une obligation très particulière, et en fait c'est l'obligation première, le premier des besoins, les besoins qui suivent vont être définis par deux critères, deux caractères. Le premier caractère, qui distingue les besoins, des désirs, des fantaisies, des vices, etc., et les nourritures, des gourmandises ou des poisons, c'est que les besoins sont limités, ainsi que les nourritures qui leur correspondent. Donc, un besoin de l'âme, en première instance, son premier critère, c'est le fait d'être limité. Besoin limité. Ok. Deuxième critère, deuxième caractère. Le second caractère lié au premier, c'est que les besoins s'ordonnent par couple de contraires et doivent se combiner en un équilibre. L'homme a besoin de nourriture, mais aussi d'un intervalle entre les repas. Il a besoin de chaleur et de fraîcheur, de repos, d'exercice. De même pour les besoins de l'âme. Donc, le besoin est limité et le besoin répond à un équilibre. Une sorte de juste milieu entre un moment où il s'agit de se nourrir et un moment où il s'agit de ne plus se nourrir pour permettre la digestion. Un moment où on a besoin de chaleur, un moment où on a besoin de fraîcheur. Voilà. Donc ça, ce sont les deux critères qui permettent de définir les besoins suivants. Donc, c'est-à-dire les 14 autres. Alors, la liberté, ensuite. Ici, la liberté chez Weil, on n'est pas dans une liberté absolue. On est dans une situation où il y a la possibilité de réaliser des choix, une possibilité réelle, concrète, mais limitée. Limitée par des contraintes. Des contraintes qui se doivent d'être acceptées par l'individu, selon les critères suivants, donc, que j'avais déjà noté auparavant. Donc, pour que les contraintes soient acceptables, pour qu'on reste dans une situation de liberté, pour Weil, c'est 1. Que les contraintes soient compréhensibles et simples. 2. Qu'elles viennent d'une autorité reconnue, appréciée, aimée, auquel on consent à obéir. Et 3. Qu'elles soient stables, qu'elles ne soient pas changeantes de manière permanente, peu nombreuses et relativement générales, c'est-à-dire qu'elles évitent de tomber dans une trop grande précision. Elle donne ainsi comme exemple le fait que un adulte est tout à fait apte à comprendre que manger de la nourriture, par exemple, avariée ou repoussante, ou même dangereuse, le fait de ne pas en manger, c'est pas du tout vécu comme une contrainte à notre liberté.
il n'y a en fait que les enfants, c'est-à-dire des individus qui ne sont peut-être pas capables de saisir le caractère nécessaire de ces contraintes, qui s'en sentiraient offensés. Ok, donc ça c'était la liberté, l'ordre, ensuite vient l'obéissance. Alors, l'obéissance a des règles. Ici, le caractère le plus important avec l'obéissance, c'est qu'elle doit venir d'une autorité auquel on consent. De même en fait que pour les contraintes précédentes, l'obéissance suppose le consentement, non pas à l'égard de chacun des ordres reçus, mais un consentement accordé une fois pour toutes, sous la seule réserve, le cas échéant, des exigences de la conscience. Il est nécessaire qu'il soit généralement reconnu, et avant tout par les chefs, que le consentement, et non pas la crainte du châtiment ou l'appât de la récompense, constitue en fait le ressort principal de l'obéissance, de manière que la soumission ne soit jamais suspecte de servilité. Donc ici, l'obéissance se doit d'être consentie, et non pas contrainte par le châtiment ou désirée par la récompense. À cela, elle ajoute, sur le chef qui reçoit cette obéissance, quelques critères, quelques notions. Je vais me permettre de lire le paragraphe en dessous. C'est pourquoi là où un homme est placé pour la vie à la tête de l'organisation sociale, donc l'homme auquel on obéit tous, il faut qu'il soit un symbole et non un chef, comme c'est le cas pour le roi d'Angleterre. Il faut aussi que les convenances limitent sa liberté plus étroitement que celle d'aucun homme du peuple. De cette manière, les chefs effectifs, quoique chefs, ont quelqu'un au-dessus d'eux. D'autre part, ils peuvent, sans que la continuité soit rompue, se remplacer et par suite recevoir chacun sa part indispensable d'obéissance. Ainsi, chez Weil, il y a cette idée que chacun doit toujours obéir à au-dessus de lui, et ce, même les chefs. Et que celui qui est tout au-dessus se doit d'être avant tout un symbole, plutôt qu'un réel chef qui aurait un pouvoir. Voilà. Évidemment, à propos des tyrans, Weil nous dit « Ceux qui soumettent les masses humaines par la contrainte et la cruauté les privent à la fois de deux nourritures vitales, liberté et obéissance. » Car de facto, on n'est plus dans une situation où on obéit, à partir du moment où on nous retire le consentement de l'obéissance. Car il n'est plus au pouvoir de ces masses d'accorder leur consentement intérieur à l'autorité qu'elles subissent. Bon, c'est littéralement ce que j'ai dit ici. À cela, elle conclut sur l'obéissance. 1000 signes montrent que les hommes de notre époque étaient depuis longtemps affamés d'obéissance, mais on en a profité pour leur donner l'esclavage. Okay. Ensuite vient le quatrième besoin de l'âme, la responsabilité. Elle y joint aussi d'ailleurs l'initiative. L'initiative et la responsabilité, le sentiment d'être utile et même indispensable, sont des besoins vitaux de l'âme humaine. La privation complète à cet égard est le cas du chômeur. Même s'il est secouru de manière à pouvoir manger, s'habiller et se loger, il n'est rien dans la vie économique et le bulletin de vote qui constitue sa part dans la vie politique n'a pas de sens pour lui. Bon, ensuite elle ajoute un commentaire sur le manœuvre. Et à comment est-ce qu'on satisfait ce besoin? Elle nous dit « La satisfaction de ce besoin exige qu'un homme ait à prendre souvent des décisions dans des problèmes, grands ou petits, affectant des intérêts étrangers aux siens, propres, mais envers lesquels il se sent engagé. Il faut aussi qu'il ait à fournir continuellement des efforts. Il faut enfin qu'il puisse s'approprier par la pensée l'œuvre tout entière de la collectivité dont il est membre, y compris les domaines où il n'a jamais ni décision à prendre, ni avis à donner. » Autrement dit, la responsabilité, c'est le fait que l'individu se sente connecté au collectif et à la tâche qu'il réalise. Évidemment, cette connexion se passe par le travail, en fait, par l'effort, par le travail, tout simplement. Cette connexion passe par le travail. Et on reviendra d'ailleurs sur comment Weil définit le travail
l'importance qu'elle lui accorde, mais ça aura lieu un peu plus tard. Ensuite vient, en 5e besoin, l'égalité. Alors sur l'égalité... Oh, je vais me permettre quand même ceci, à propos de la responsabilité. Une ville locale et régionale intense, une multitude d'œuvres éducatives et de mouvements de jeunesse doivent donner à quiconque n'en est pas capable l'occasion de commander pendant certaines périodes de sa vie. Donc on note aussi que cette connexion par le travail, c'est aussi de l'ordre du commandement. Donc on voit que nous avons l'obéissance qui vient avant, obéir à des chefs, mais il y a aussi la nécessité à être soi-même chef, à connaître en fait la responsabilité et à savoir ce qu'il en incombe. On y ajoute une notion importante qui reviendra plus tard, mais le fait qu'il se doit d'y avoir une vie locale et régionale intense. Et les occasions de commander signifient quelque part déjà l'idée que le pouvoir se doit d'être accessible localement. C'est un point qui va revenir bien plus tard dans la partie dédiée à l'enracinement, mais c'est un point qui reviendra. Ensuite vient l'égalité. Alors l'égalité, non pas d'un point de vue biologique, d'un point de vue même, peut-être même juridique, mais plutôt comme étant perçue ainsi. L'égalité consiste dans la reconnaissance publique, générale, effective, exprimée réellement par les institutions et les mœurs, que la même quantité de respect et d'égard est due à tout être humain, parce que le respect est dû à l'être humain comme tel et n'a pas de degré. Donc là ici l'égalité, c'est pas juste une égalité de droit, c'est un peu plus subtil. C'est une égalité de respect reçu, de reconnaissance. Et alors, on y reviendra, mais la notion de respect est à différencier par exemple de la notion d'honneur. On y reviendra un peu plus tard, mais Weil s'attardera justement sur cette distinction. Mais là, ici, chez Weil, il y a cette idée que voilà, l'égalité, c'est le fait que chacun reçoive le même respect, la même reconnaissance. Sur la différence inhérente aux hommes, évidemment, Weil n'oublie pas cette question-là. Elle nous dit: les différences inévitables parmi les hommes ne doivent jamais porter la signification d'une différence dans le degré de respect. Pour qu'elles ne soient pas ressenties comme ayant cette signification, il faut un certain équilibre entre l'égalité et l'inégalité. Une certaine combinaison de l'égalité et de l'inégalité est constituée par l'égalité des possibilités. Pas des chances, des possibilités. Si n'importe qui peut arriver au rang social correspondant à la fonction qu'il est capable de remplir, et si l'éducation est assez répandue pour que nul ne soit privé d'aucune capacité du seul fait de sa naissance, l'espérance est la même pour tous les enfants. Donc il n'y a pas juste une égalité de respect, il y a aussi une égalité d'espérance. Que chacun puisse espérer. Non pas la même chose, mais que chacun ait la possibilité d'espoir. Que nous ne soyons pas dans une situation où certains, dès la naissance, se retrouvent dans la désespérance, dans le désespoir, dans l'idée qu'il n'y a en fait aucune possibilité qui lui soit offerte, tandis que d'autres se disent que tout leur est accessible. Il y a égalité d'espérance aussi, et donc de capacité à se projeter. Ainsi, chaque homme est égal en espérance à chaque autre, pour son propre compte, quand il est jeune, pour le compte de ses enfants plus tard. Mais cette combinaison, quand elle joue seule et non pas comme un facteur parmi d'autres, ne constitue pas un équilibre et enferme de grands dangers. Ok, donc il y a un petit avertissement par rapport à cela, un petit couac. D'abord, pour un homme qui est dans une situation inférieure et qui en souffre, savoir que sa situation est causée par son incapacité et savoir que tout le monde le sait n'est pas une consolation, mais un redoublement d'amertume. Selon les caractères, certains peuvent en être accablés, certains autres menés au crime. Ok, donc il faut faire attention à ce qu'on ne soit pas dans une situation où si l'individu est au plus bas, qu'il ne puisse pas se dire que s'il est au plus bas, c'est de son entière et totale responsabilité. Car sinon, on se retrouve dans une situation où cet individu ne peut que s'accabler, voire tomber dans le crime. Le degré de cette seconde possibilité ne peut être considérable
sans un degré très dangereux de contrainte sociale. Donc, à cela, pour répondre en fait à cette problématique-là, elle met en place plusieurs autres méthodes. L'idée de la proportion. La proportion se définit comme la combinaison de l'égalité et de l'inégalité, et partout dans l'univers, elle est l'unique facteur de l'équilibre. Appliquée à l'équilibre social, elle imposerait à chaque homme des charges correspondantes à la puissance, au bien-être qu'il possède, et des risques correspondants en cas d'incapacité ou de faute. Par exemple, il faudrait qu'un patron incapable ou coupable d'une faute envers ses ouvriers ait beaucoup plus à souffrir dans son âme et dans sa chair qu'un manœuvre incapable ou coupable d'une faute envers son patron. Ainsi, on retrouve l'idée que, ok, on a égalité du respect reçu, de l'espérance de l'individu dans ses capacités à se projeter, d'accord? Mais par rapport justement à la responsabilité, l'individu qui échoue n'a pas à être égal par rapport à un autre individu qui serait supérieur hiérarchiquement. Et justement, on va arriver au 6e besoin, qui est la hiérarchie. Alors, sur l'égalité, on notera une importance assez grande. Donc là, il nous parlait de la proportion. Une autre manière de rendre l'égalité compatible avec la différence est doter autant qu'on peut aux différences tout caractère quantitatif. Là où il y a seulement différence de nature, non de degré, il n'y a aucune inégalité. Or, à cela, elle ajoute un commentaire sur l'argent, qui est justement un point assez critiqué. On va le voir un peu plus tard aussi. En faisant de l'argent le mobile unique ou presque de tous les actes, la mesure unique ou presque de toutes choses, on a mis le poison de l'inégalité partout. Il est vrai que cette inégalité est mobile, elle n'est pas attachée aux personnes, car l'argent se gagne et se perd, elle n'en est pas moins réelle. Ok. Et ensuite à cela, elle ajoute 2 types d'inégalités. L'inégalité immobile, l'inégalité fixe, l'inégalité donc qui ne bouge pas, qui ne se meut pas, l'inégalité en fait de nature ou de caste par exemple, et l'inégalité mobile, donc l'inégalité de classe, où l'individu peut gagner ou perdre de l'argent. Elle y met le fait que ces 2 types d'inégalités-là ne valent pas mieux l'une que l'autre, voire même que l'inégalité mobile est non, elle ne hiérarchise pas. Les deux sont tout aussi malsaines pour Veil. Ok. Ensuite arrive la hiérarchie. Donc, 6e besoin. La hiérarchie est un besoin vital de l'âme humaine. Elle est constituée par une certaine vénération, un certain dévouement à l'égard des supérieurs, considérés non pas dans leur personne ni dans le pouvoir qu'ils exercent, mais comme des symboles. Ce dont ils sont les symboles, c'est ce domaine qui se trouve au-dessus de tout homme. Ok. Donc là, ici, à nouveau, cette idée assez importante que l'individu au-dessus n'est pas tant au-dessus de par son caractère individuel que par son caractère symbolique. C'est une hiérarchie de symboles. Ok. Une véritable hiérarchie suppose que les supérieurs aient conscience de cette fonction de symbole et sachent qu'elle est l'unique objet légitime du dévouement de leurs subordonnés. La vraie hiérarchie a pour effet d'amener chacun à s'installer moralement dans la place qui l'occupe. Donc, ça, c'est aussi un point très important chez Veil, c'est le caractère symbolique du pouvoir. Comment il y a cette volonté de rendre le pouvoir non pas effectif, mais symbolique. Ok, hiérarchie de symboles. Ensuite arrive l'honneur, juste en dessous. Alors, c'est là où on va avoir une petite nuance par rapport au respect et avec l'égalité. L'honneur est un besoin vital de l'âme humaine. Le respect dû à chaque être humain comme tel, même s'il est effectivement accordé, ne suffit pas à satisfaire ce besoin.
Donc là, ici, l'honneur, c'est un besoin qui ne peut pas être satisfait par juste seulement le respect. Ou être reconnu. Car le respect, de facto, on l'a vu avec l'égalité, est identique pour tous et immuable, au lieu que l'honneur a rapport à un être humain considéré. Donc là, l'honneur est vu d'un point de vue individuel. Non pas simplement comme tel, mais dans son entourage social. Ce besoin est pleinement satisfait si chacune des collectivités dont un être humain est membre lui offre une part à une tradition de grandeur enfermée dans son passé et publiquement reconnue au dehors. Par exemple, pour que le besoin d'honneur soit satisfait dans la vie professionnelle, il faut qu'à chaque profession corresponde quelques collectivités réellement capables de conserver vivant le souvenir des trésors de grandeur, d'héroïsme, de probité, de générosité, de génie dépensés dans l'exercice de la profession. Donc ici, on est dans cette idée que l'honneur est un processus en fait qui permet la conservation de l'individu par ses exploits. Et que donc il se retrouve inscrit dans la tradition, dans les racines, et en fait que quelque part il soit enraciné, entre guillemets, de par ses exploits au sein, alors ici Weil nous parle de la vie professionnelle, mais en fait c'est dans tout domaine qui se vit collectivement. Et évidemment, qui se doit d'être reconnu au sein de la collectivité et ailleurs. À cela, elle donne un exemple que je trouve assez intéressant par rapport à l'actualité. Si les Anglais avaient conquis la France au XVe siècle, Jeanne d'Arc serait bien oubliée, même dans une large mesure par nous. Actuellement, nous parlons d'elle aux Anamites, aux Arabes, mais ils savent que chez nous, on n'entend pas parler de leurs héros et de leurs saints. Ainsi, l'état où nous les maintenons est une atteinte à l'honneur. Donc là, il y a même cette idée de double reconnaissance, c'est-à-dire je reconnais en tant que collectivité tes héros, toi, autre collectivité, et inversement, tu reconnais aussi les miens. Donc, l'honneur, conservation des exploits, et tout cela reconnu par et au-delà de la collectivité. Ok. Alors, on a déjà fait un petit bout de chemin. On va s'arrêter ici. Dans une troisième partie, mais je pense que je vais faire de cette deuxième partie une première sous-partie et une deuxième sous-partie. On abordera les derniers besoins de l'âme, du châtiment jusqu'à la vérité, et puis ensuite on pourra passer à l'enracinement. Je me suis un peu attardé longuement sur chacune de ces notions, mais je tends à considérer qu'en fait, on est face à des éléments qui vont être réutilisés au sein de l'enracinement. Ne serait-ce que le rapport au travail, à la hiérarchie, à la responsabilité. Ce sont des éléments qui reviendront. Donc, je vais me permettre d'arrêter là cette première sous-partie de la deuxième partie. Et puis on reprendra ça dans la suite.